Bienvenue dans Point Paul, la web émission politique incontournable pour 2017, mitonnée chaque semaine par l'internaute, le Huffington Post, le JDD et le Lab, avec aujourd'hui Alexandre Boudet du Huff, Fabien Dabert de l'internaute et Gaël Vaillant du JDD. Alors notre invité, il est député maire de Meaux, il a été président de groupe, président de parti, ministre, il est candidat à la primaire de la droite et du centre. Il a promis d'arrêter cette fois la langue de bois. Il y a longtemps. Et ça continue. Il veut une droite décomplexée. Son héros, c'est Zorro. Notre invité, c'est Jean-François Copé. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Descends un peu le dire. Descends un peu. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors on va commencer par un exercice un peu particulier. On va vous demander de légender une photo sur une actualité de la semaine votre actualité de la semaine que vous n'avez pas choisie. On va la voir tout de suite cette photo. Ouais. Et c'est qu'est-ce qu'elle vous inspire d'abord cette photo avant qu'Alexandre nous donne le contexte. D'abord cette photo est très honnêtement est très sympa. Il rappelle qu'en France il y a de l'humour et que c'est ce qui fait la différence. Il faut absolument que je rencontre ce boulanger. Je ne sais pas où il est. Alors Alexandre le sait. Mais il vous attend. Alors écoutez, il s'appelle Sébastien Moat. Il est boulanger à Boulogne, Billancourt, et je vais m'y rendre. Si c'est à Boulogne-Billancourt, c'est ma ville natale, donc a fortiori. Alors oui, vraiment. Ça, c'est vraiment beaucoup d'humour, et c'est le bon côté français. C'est exactement ce qu'il dit, un peu d'humour. J'ai aucun problème avec Jean-François Copé, dit-il. Et il nous dit, il y a plein de choses que sans doute Jean-François Copé sait que moi j'ignore. Aujourd'hui, moi je lui apprends qu'on peut diviser un pain au chocolat par 8. Est-ce que vous auriez un message avant d'aller voir ce boulanger? Mais pas à son endroit, parce qu'en réalité, lui, il a fait ça avec beaucoup d'humour. Non, mais la seule chose, c'est que maintenant qu'on est, je ne sais plus, 3 ou 4 jours après, c'est fou, c'est trop. Beaucoup trop. Comme bien d'autres, je ne connaissais pas le prix de ce produit. Comme on ne peut pas être incollable sur tout ça, on le sait très bien les uns et les autres. C'est un espèce de jeu de théâtre que de faire semblant de s'offusquer de ces choses-là et d'en tirer des conclusions. Alors justement, sur le thème. La déconnexion. S'il y en a bien un qui, du fait de mes fonctions de maire, est totalement connecté avec les problèmes auxquels on va faire face tant de nos compatriotes, c'est vraiment moi. Mais sur cette question de déconnexion, justement, parce que c'est ça, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est pas juste les vannes, c'est pas juste... même si les vannes étaient faciles, quand même, cette question de la déconnexion des politiques, elle revient sans cesse. Est-ce qu'il n'est pas temps, Jean-François Copé, est-ce qu'il n'est pas temps de dire, est-ce que c'est pas plus simple, est-ce que c'est pas plus facile, peut-être même plus honnête, de dire... Quand on a de grandes responsabilités, quand on est dans l'exercice du pouvoir, quand on a un agenda extrêmement rempli, est-ce qu'on peut simplement dire, eh bien, on n'a pas forcément l'avis de n'importe quel Français et qu'on ne fait pas tous les jours ses courses. Mais c'est une évidence. Mais attendez, non seulement c'est une évidence, mais tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il y a quelque part un jeu de dupes. Tout le monde sait très bien quel est l'avis des responsables politiques. Tout le monde sait que nous avons des semaines qui n'en finissent pas, des journées horriblement chargées, qu'il y a derrière ça une part aussi de sacrifice par rapport à sa vie familiale. Bon, je ne demande d'ailleurs absolument aucune amabilité particulière par rapport à cela. J'ai fait le choix, comme beaucoup d'autres, de m'engager pour mon pays. Je demande simplement qu'il n'y ait pas surcroît d'exigence et aussi peu, de souplesse et de compréhension, parce que c'est trop. Voilà. Moi je dis juste, comme on dit parfois, c'est too much. Bon, pour une raison simple. De la part de qui? C'est de la part d'un certain nombre de commentateurs. Se précipiter sur cette brèche tellement facile pour en conclure de manière tellement simple, voire simpliste, à la déconnexion des hommes politiques. Quand on sait que, par exemple, c'est mon cas, je vous le disais à l'instant, quand on est maire, on est en prise directe avec les problèmes de ses administrés, les problèmes de loyer, les problèmes d'APL, comment on finit le mois, comment on s'en sort. C'est notre quotidien. Donc se jeter là-dessus avec autant de brutalité, en dehors de se payer la peau de l'homme politique qui passait par là, c'est trop. Vous le vivez mal aujourd'hui ou c'est déjà derrière vous? Vous en avez vu d'autres? Je vais vous dire une chose. Ce que j'ai vécu il y a 2 ans et demi a été d'une telle haine et d'une telle violence
que je regarde ça avec un tout petit peu d'amusement. Mais je dis simplement, c'est dommage, parce que dans cette même journée, il y avait l'évacuation des migrants de Calais, il y a ce qui est en train de se passer à Mossoul, il y a la grogne des policiers, il y a la crise économique. Enfin, je veux dire, c'est trop, voilà, beaucoup trop. Et je pense que, quelque part, il appartient aussi aux commentateurs peut-être de mettre un tout petit peu de rondeur dans leur manière définitive de juger tout cela. C'est trop, et deux, effectivement, on assume le fait qu'on soit un petit peu moins connecté, qu'on n'a pas la même vie que n'importe quel Français. Enfin, là-dessus, non seulement je l'assume, mais pour ma part, je l'ai toujours dit, mais c'est surtout que j'ai même été plus loin, j'ai même assumé que j'achetais pas de pain au chocolat. Donc, vous voyez, je ne peux pas faire beaucoup plus. Il y a un moment où la contrition, c'est bien gentil. Enfin, ce qui compte quand même, c'est qu'est-ce qu'on est les uns et les autres capables de faire pour notre pays. Voilà, je pense que c'était too much. Justement, on va en parler de cette campagne, la primaire de la droite et du centre, avec Gaël, qui va vous poser la première question. On va commencer d'abord par une petite question sondage très simple. Dans un tweet, vous êtes comparé à la situation de Jacques Chirac avant la présidentielle de 95. On est à un mois du scrutin. Un mois avant le scrutin de 95, les courbes entre Jacques Chirac et Édouard Balladur s'étaient croisées. Oui. Ce n'est pas le cas. Vous plafonnez toujours à 1% d'intention de vote. Il y a encore un sondage ce jeudi qui vous met à 1% aux côtés de Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que vous pensez sincèrement être le prochain président de la République ? Écoutez, si la question est est-ce que les sondages me mettent favori, la réponse est non. Est-ce que je suis totalement en apesanteur et que je ne me rends compte de rien? Je vous dis tout de suite, je suis parfaitement lucide. Est-ce que pour autant je compte arrêter mon combat, ma campagne? Certainement pas, je la poursuis jusqu'au bout parce que les idées que je défends, je crois que ce sont celles qui doivent permettre de redresser notre pays et que avec toute l'énergie qui est la mienne, je vais poursuivre ce combat. Ce combat, cette campagne, à quoi ça, que visez-vous finalement? Vous visez une place au gouvernement en 2017, vous visez le fait d'infléchir les idées de des favoris, vous voulez faire barrage à un candidat? Mais moi, de toute façon, depuis le début, je suis candidat pour défendre mes idées. Parce que moi, j'ai celle des favoris. J'ai un corps de doctrine pour notre pays, que j'ai appelé la droite décomplexée, de faire enfin une politique de droite assumée. Je ne l'entends nulle part ailleurs. J'entends des petits bouts de choses, mais voilà, par exemple, l'idée qu'il faut un virage sécuritaire absolument indispensable. Je propose 50 000 embauches de policiers et de magistrats. C'est quelque chose que je n'entends nulle part ailleurs, alors que c'est déterminant. Pour prendre juste cet exemple. Donc en réalité, je continue de défendre mes idées. Viendra ensuite le temps du rassemblement autour de celui qui l'aura emporté, bien sûr. Et du ralliement avant le rassemblement? Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas déconnecté des sondages? Vous imaginez que le 20 au soir, vous ne serez peut-être pas parmi les deux finalistes? On verra bien, on en reparlera. Vous aviez un gros point commun avec Alain Juppé, c'était les ordonnances. C'est vrai. C'est un signe? Non, c'est un point commun. Oui, non, mais c'est un signe que vous êtes plus en phase avec Alain Juppé que Nicolas Sarkozy. Donc on sait que vous n'êtes pas. En tout cas, j'ai un point commun avec Alain Juppé, ça c'est exact. Moi, je défends depuis des années le gouvernement par ordonnance et j'ai été heureux de voir que sur ce point, parce qu'il s'en est expliqué après que je l'ai fait moi-même, il m'avait rejoint. Donc il peut vous appeler là-dessus pour appliquer sa méthode. Pour appliquer la méthode, vous serez disponible. Écoutez, j'entends tout ça. On est en pleine campagne. Moi, j'ai le nez sur le guidon. J'ai le plaisir d'être avec vous pour vous parler de mon programme. On aura 1000 fois l'occasion de se retrouver si vous le voulez bien. Un dernier point sur ce sujet-là. En mai dernier, quand Leicester est devenu champion d'Angleterre de foot, vous aviez fait un tweet, vous aviez souri en disant il y a 10 mois, leur cote était à 5000 contre 1. C'est quoi aujourd'hui la cote de Jean-François Copé, président de la République? Écoutez, j'en sais rien. Vous savez, la difficulté, c'est que la victoire a 100 pères et que la défaite est orpheline, comme on dit. Bon, je vois bien comment les choses seraient si les sondages étaient un peu meilleurs. Je vois bien le comportement des uns et des autres. Je vois bien que, par exemple, je n'ai pas eu le droit de faire la grande émission politique de France 2 parce que j'étais juste un peu en dessous des autres et que les organisateurs de tout ça sur le service public se sont dit « Oh, c'est pas grave, de toute façon, Copé, il a des mauvais scores, on s'en fiche ». Je vois donc derrière tout cela aussi l'impact des sondages qu'on connaît bien les uns et les autres et qui, en réalité, ont tendance à tuer le match avant le match. Il a été acté qu'il y avait de toute façon un duo, ou un duel, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Juppé-Sarkozy, et que les autres étaient plutôt des meubles meublants. Nicolas Sarkozy décroche un peu, pourtant ça ne vous profite pas?
Comment? Nicolas Sarkozy décroche un peu. Et ça ne vous profite pas? Alors non. Finalement, même si vous présentez comme le monsieur plus, vous êtes quand même sur un peu le même créneau. Ah bien sûr, alors pourquoi ça ne vous profite pas? Ah ben j'en sais rien, écoutez, moi je ne peux pas répondre à cette question parce que les sondeurs eux-mêmes en sont bien incapables. Je note simplement, puisque j'ai vu ça dans un sondage qui interrogeait les gens sur leur deuxième choix si ça n'était pas Nicolas Sarkozy, que je suis celui qui récolterait le plus ou quasiment le plus de ceux qui voteraient en deuxième choix pour quelqu'un. Ayant voté Sarkozy au premier tour, il voterait, enfin en premier pour lui, il voterait assez préférablement pour moi après. Donc on voit bien qu'on est sur le même créneau. Si Nicolas Sarkozy perd, après vous occupez son créneau. Mais encore une fois, mon sujet, il est que ce créneau-là, je l'occupe depuis ce qu'on appelle ce créneau, je l'occupe depuis des années, c'est celui d'une droite que d'aucuns appelaient autrefois bonapartiste et qui consiste à privilégier le courage, l'action et la solidité dans les épreuves. Voilà. Et donc c'est cela que je souhaite incarner pour notre pays. Jean-François Copé, vous attaquez souvent... J'ai 10 ans de moins qu'un certain nombre d'entre eux, voire 20. Hein. Donc, justement, vous attaquez souvent la... Justement, est-ce que 10 mois pour refaire votre image, ça n'a pas été trop court finalement? 10 mois. Oui, vous êtes revenu vous êtes revenu en 2 ans et demi. Ah oui, je suis revenu un an et demi après. Oui. Bah écoutez, sans doute. Bah, enfin, vous avez 10 ans. Je reviendrai dans 10 ans. On verra. Hein, voilà. Oui, sur la bande des 4 que vous attaquez régulièrement, la bande des 4. Donc Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et il m'en manque un, François Fillon. Vous attaquez souvent et vous leur reprochez souvent d'être pas dans la nouveauté, dans le renouvellement, etc. Mais ce qui est terrible, quand on voit les sondages, c'est qu'ils ont tous été aux commandes de l'État durant le dernier quinquennat et qu'ils sont tous loin devant vous au sondage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Français ne comprennent rien. Écoutez, moi, ils n'ont pas saisi... encore une fois, moi je suis incapable d'interpréter les sondages, mais incapable. Bon. Donc ne me demandez pas ça à moi, demandez-le à des sondeurs, dont vous verrez d'ailleurs qu'eux-mêmes sont un peu circonspects. J'entends bien, on dit souvent que les Français ont envie de renouvellement, finalement. Écoutez-moi, moi je vois quoi aujourd'hui? Je vois que l'ensemble des candidats, excepté moi-même, ont été dans la même équipe gouvernementale autour de Nicolas Sarkozy. Bon. Lorsque j'entends, par exemple, François Fillon, ou même Alain Juppé ou Bruno Le Maire, ils donnent le sentiment de ne pas avoir été partie prenante de ce quinquennat. Ils l'ont été, au premier rang. Moi, j'avais une différence avec eux, et c'est ce qui explique que le choix que j'ai fait était de dire je veux reprendre la relève de la rupture. Bon. Qu'est-ce que je constate? Je constate que toutes les émissions que je fais génèrent des commentaires plutôt élogieux. Bon, à chaque fois, y compris le débat, on fait observer que j'ai mis les pieds dans le plat, que j'ai dit un certain nombre de choses que les autres ne disent pas, et c'est plutôt salué. Bon, après, les intentions de vote ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes parce que, malheureusement... Oui, c'est ça la vraie question, c'est là où je veux en venir. Il y a eu l'histoire de l'affaire judiciaire qui concerne les comptes de la campagne présidentielle de Sarkozy. J'ai été totalement innocenté, sauf que dans le système qui est le nôtre, quand il s'agit de désigner quelqu'un coupable sans rien en savoir, c'est dans tous les journaux. Quand on observe que la justice l'a innocenté, c'est 3 lignes. Bon. Donc il faut un peu plus de temps. Bien. Est-ce que pour autant je devais m'interdire, alors que je suis totalement innocenté par la justice et que c'était pour moi l'élément clé, m'interdire de participer au débat politique? Je ne vois pas pourquoi. Après tout, ensuite, on partage un peu ce constat-là, c'est juste voilà. qu'on essaie de comprendre pourquoi... Vous disiez vouloir incarner la relève dans la rue. En même temps, vous savez, je vais vous dire, je ne veux incriminer personne. Enfin, quand je vois le déchaînement sur cette affaire dont on parlait tout à l'heure, médiatique, je me dis quand même, il y a un moment, il faudrait peut-être lever un peu le pied sur moi, quoi. C'est un peu trop. Et sur cette question de la relève que vous vouliez incarner, est-ce qu'on peut incarner la relève quand on est député depuis quasiment 25 ans? Mais... Écoutez, moi je n'ai jamais... Que les Français nous identifient depuis tant d'années comme une personnalité importante. Est-ce qu'on peut incarner encore la relève et quelque chose de nouveau? Ça dépend ce qu'on appelle la relève et ce qu'on appelle quelque chose de nouveau. Moi je n'ai jamais pensé, d'ailleurs je crois que les Français non plus, qu'on est meilleur quand on n'a jamais fait de politique de sa vie. L'effet Macron prouve aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui sont séduits parce qu'il a justement jamais fait de politique. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Il n'a jamais été candidat à rien. On voit juste quelques sondages. Est-ce que quand vous regardez le détail de ce qu'il propose, vous ne sentez pas que c'est, alors pour le coup, très déconnecté? Vous voyez vous-même, vous dites, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Oui. Mais c'est terrifiant. Ça prouve bien quelque part qu'il y a quelque chose de très superficiel dans tout cela. Que les uns et les autres vous exprimez, vous commentez en décalage complet.
avec une réalité du terrain qui n'est pas celle-là. Enfin, je veux dire, si la valeur ajoutée d'Emmanuel Macron, qui fait sa nouveauté, c'est de dire ben, venez avec moi parce qu'on va changer le système et on va virer les vieux, j'ai peur que ce soit court. Vous voyez, quelque part, derrière ça, il y a des réalités qui sont profondes et qui ont trait à des problèmes que j'évoque régulièrement, l'islamisme radical, l'insécurité, les blocages de la CGT. Enfin, je veux dire, c'est des choses lourdes dont il faut qu'on parle, dont il n'a jamais parlé en faisant des propositions, y compris quand il était ministre. Vous voyez, donc il y a un moment où il faut que les uns et les autres, on ait cette réflexion. Je vous le dis d'autant plus que mes sondages sont mauvais, alors que ce que je raconte correspond très profondément à ce qu'on peut espérer pour notre pays, indépendamment des intentions de vote, remettre de l'ordre, de l'autorité d'un côté, de la liberté économique de l'autre. Bon, que à ce moment précis de mon parcours, je ne sois pas crédité de niveau élevé dans les sondages au regard du fait que j'ai été accablé de tous les maux il y a quelque temps. Très bien. Pour autant, c'est une reconstruction et c'est une étape dans cette reconstruction. On va revenir sur la primaire avec une question de Gaël, sur l'ambiance de cette primaire et notamment le premier débat télévisé. Il y a eu ce petit passage où vous êtes opposé à Nicolas Sarkozy sur la burqa. Vous dites qu'il a menti et plusieurs personnalités vous ont donné raison après. Toutes, oui. Comment on peut mentir dans un tel débat? C'est une accusation très grave. Dans le cas de Sarkozy, ça lui arrive quand même de temps en temps. Hein. Il le fait, voilà. Et généralement, il conclut son mensonge par une phrase violente et, si possible, même un peu méprisante. Ce qu'il a fait, voilà. Voilà. Et à partir de là, il avait été soutenu comme par vous le savez, Fillon. Oui, puisque Fillon avait besoin d'abord de se faire oublier sur l'histoire de déjeuner avec Jouillet, et puis deuxièmement parce que il était dans le même bateau que Sarkozy, puisque l'un et l'autre s'étaient opposés à ce combat que nous avions mené avec tous les députés. Mais enfin, la chronologie, la vérification des faits, tout le monde sait que j'ai raison. Tout le monde le sait. Valérie, d'ailleurs, l'a confirmé. Mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que c'est moi qui ai déposé cette proposition de loi en février 2010 devant la mollesse du gouvernement et du président de la République qui ne voulait rien faire, et que c'est en catastrophe, pour ne pas perdre la face, que Sarkozy a donné son feu vert pour que le gouvernement dépose finalement un texte qui a été adopté en octobre 2010. Donc là, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et bon, voilà, c'est un effet de manchement. Des contre-vérités à ce niveau-là de débat de responsabilité? Mais écoutez, est-ce que c'est à moi de les dénoncer? Est-ce que, par exemple, vous ne pensez pas, puisque nous avons passé du temps sur des sujets plus futiles, que la presse ne se serait pas enorgueillie de rentrer un peu plus dans le détail de ce que vos confrères américains appellent le fact-checking? Ça a été fait. Ça a été fait. C'est pas le seul sujet sur lequel Nicolas Sarkozy assène des contre-vérités. C'est pas un peu lassant quand même Bah, écoutez, moi, il serait pas temps que ça s'arrête. Non, mais c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai marqué ma différence. Parce que je considère qu'on ne peut pas ne pas assumer ce qu'on a fait. Moi, j'ai toute ma vie assumé ce que j'ai fait, toute ma vie. Lorsque est arrivée l'affaire de cette fameuse affaire des comptes de campagne, j'ai démissionné de mes fonctions. Je savais que j'étais innocent, mais je considérais que ma responsabilité politique était engagée. Bon, qui arrive à ma succession, lui, c'est amusant, parce qu'on sait très bien que ça concernait ses comptes de campagne. Bon, ainsi est faite la vie, et chacun la conçoit comme il l'entend. Moi, c'est un peu injuste quelque part, si je l'entends bien, c'est ça vous dites finalement. Non, il a repris une place qui finalement n'était pas forcément légitime. Écoutez, ça c'est pas moi d'en juger, la seule chose que je puisse vous vous dire, compris, j'ai l'impression. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que cela m'amène à avoir un regard sur l'engagement politique qui est à la fois profond et un peu détaché de ces contingences. Vous voyez, parce que quand vous avez eu à vivre un phénomène de meute, que vous vous êtes posé des questions de fond sur le parcours de résilience, etc., comme disait tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas revenu trop tôt? Ça me fait sourire, parce qu'en vérité, pour quelqu'un qui était totalement innocent et qui n'a fait qu'attendre que la justice le dise, bon, voilà, je pouvais attendre plus longtemps, mais enfin, il y a un moment où ça fait partie aussi de son parcours et de son histoire. On est à une semaine, je crois, du prochain débat. Vous allez attaquer à nouveau Nicolas Sarkozy ou vous allez peut-être consacrer plus de temps à attaquer à la Juppé? Je n'ai pas attaqué Sarkozy ou il y a eu quelques mots durs, les seuls mots durs c'était entre vous deux. Non, oui, mais parce qu'il était énervé. Mais très bien, moi j'étais très calme, hein. Je suis d'ailleurs toujours très calme, je suis plutôt un tempérament très calme. Mais en revanche, il faut bien comprendre une chose. Moi, je l'ai expliqué à vos confrères du Monde d'ailleurs avant-hier. Mon idée elle est claire, elle consiste à dire il faut absolument rétablir le commandement dans ce pays. Nous avions une espérance dans ce domaine il y a 10 ans, elle n'a pas eu lieu, et les Français nous disent aujourd'hui le pays n'est plus dirigé. François Hollande mène une politique désastreuse, n'incarne plus la fonction. Quand vous étiez au pouvoir à droite entre 2007 et 2012, vous ne l'avez pas fait non plus. Et mon idée, c'est vraiment de porter ce message.
On verra bien le résultat final de cette primaire. Vous savez, un mois, c'est quand même encore long. On va parler de votre programme. Mais tout ça va tout changer. On a juste dans cette campagne, vous aviez un doute, une crainte en septembre, vous évoquiez sur RTL le fait que Nicolas Sarkozy a des moyens et des pouvoirs que n'ont pas les autres candidats. Vous sous-entendiez que le parti, vous rouliez pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore cette crainte? C'est quelque chose... Non, écoutez, moi... Vous avez été rassuré par Laurent Wauquiez, par exemple? Non, mais attendez, mon problème, il n'est pas d'être rassuré ou inquiété. Bon, moi, je regarde simplement les faits. Après, il y a une haute autorité, il y a un comité d'organisation de la primaire. Moi, je ne m'occupe plus de ça. Je dis simplement que lorsque la direction de notre parti est exclusivement occupée par des gens qui ont déclaré qu'ils le soutenaient, qu'il n'y a dans cette direction aucun partisan, ni de moi-même, ni d'Alain Juppé, ni de François Fillon. C'est pas le cas du bureau politique. Le bureau politique a des représentants de tous les candidats. Quoi. Voilà. Comment ? Le bureau politique, c'est pareil. Il était de manière écrasante composé de gens qui sont exclusivement engagés derrière Nicolas Sarkozy. Après tout, c'est comme ça. Ça joue dans la campagne ? Ça influe ? Aujourd'hui, encore une fois, moi je l'ai dit au mois de septembre, moi je ne veux plus rentrer là-dedans, vous savez, c'est de la cuisine, voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, ce qui compte, c'est que les gens votent, j'espère en très grand nombre, j'espère que rien ne les empêchera d'aller voter, qu'au contraire, ils viendront voter, afin que ce vote soit le plus clair possible. D'aller voter ? Je ne sais pas, la météo. Ah, d'accord. Ouais. Une dernière question avant une nouvelle séquence. Le mouvement Intégriste Civitas a appelé à voter pour Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que vous êtes profondément choqué ? Hashtag. Enfin, écoutez, moi, je comprends plus ce qui se passe avec Jean-Frédéric Poisson. Je connais depuis des années. C'est un très bon parlementaire, très bon connaisseur des questions, notamment de droit social. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui quand je présidais notre majorité. À l'Assemblée, je ne comprends plus les propos qu'il a tenus à propos du lobby sioniste. Là, maintenant, il explique qu'il pourrait voter pour le Front National. Bon, enfin, voilà, là, pour le coup, personnellement, j'ai débranché. Hein, là, c'est plus mon histoire. Il a encore sa place dans la primaire. C'est pas à moi d'en décider, mais enfin, moi, personnellement, je trouve que tout ça est fou. Tout ça est fou, ça n'a plus rien à voir avec les valeurs de la droite et du centre. Moi, l'un des sens que j'ai donné au combat que je mène, c'est de faire que la droite redevienne elle-même pour ne plus jamais qu'il y ait des tentations d'alliance avec l'extrême droite. Et qu'est-ce que je vois ? Que l'un des nôtres, candidat à l'élection, à la primaire, explique sans rire que lui, il ira voter pour le Front National. Enfin, c'est un truc de fou. Alors on va passer à la séquence un peu hashtag, comme vous dites. Assume ton tweet. Alors, on en a choisi 2. Oui. Le premier, alors c'est pas du tout inconnu, hein, contrairement à ce que sans doute vous pensez. C'est un tweet qui est de cette année. Oui. On va le voir. Voilà. Mais alors, vous qui êtes si attaché à l'histoire, à l'armée, à l'histoire de notre pays, bien sûr, oui, c'est étrange de vouloir supprimer. Heureusement que je ne fais pas de lien entre le devoir de mémoire et le fait de ne pas travailler. Supprimer comme Jean Ferrier le 8 mai. Écoutez, oui, je suis très heureux que vous ayez choisi ce tweet parce que personne ne reprend cette proposition qui me paraît être une proposition vraiment qui est un vrai point de responsabilité collective. Nous avons aujourd'hui, parmi les grands défis à relever, celui d'investir massivement, à la fois dans la recherche, mais également dans les équipements d'accueil pour les maladies du vieillissement, qui sont pour cela, donc, une des premières préoccupations de toute génération. Bon. Et donc, j'ai proposé effectivement que pour cela soit supprimé le caractère férié, non travaillé, d'un des jours fériés de l'année. Bon, alors j'ai proposé le 8 mai. Pourquoi ? Tout simplement, attention, on garde la commémoration du 8 mai. Pas question de supprimer la commémoration. Il s'agit que les Français travaillent le 8 mai à nouveau. Bon, pourquoi ? D'abord, je rappelle. Oui, plutôt. Non, mais d'abord, je rappelle. Je vais y venir. D'abord, je rappelle que le 8 mai n'est férié que depuis Mitterrand. Avant, on travaillait le 8 mai. Deuxièmement, je rappelle que le mois de mai est un mois où il y a beaucoup de jours fériés et où tout le monde sait que le PIB plonge. Et donc, la croissance économique. Et donc, tout cela mis bout à bout fait que j'ai pensé que proposer aux Français un rendez-vous de solidarité où le jour deuxième journée correspond dans l'année. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il me semble que ça a énormément de sens. Hein. Nous avons aujourd'hui la chance d'être un pays qui a un niveau une durée de congé payé parmi les plus élevés d'Europe. Consacrer une journée dédiée, ciblée, fléchée sur la recherche et les équipements pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, ça me paraît être vraiment une très belle proposition. Il y a des jours fériés catholiques au mois de mai. Est-ce que ce ne serait pas plus simple que de supprimer le caractère férié d'un jour qui est dommage national ? Je vous dis une chose. J'ai vécu le problème avec la Pentecôte il y a 12 ans, quand on a eu la canicule. Bon. Et l'erreur,
qu'on a fait collectivement à l'époque, c'était de ne pas trancher une bonne fois pour toutes en disant c'est comme ça et pas autrement. Bon. Donc il y a un moment, il faut que le politique tranche, et donc je choisis le 8 mai, parce qu'il me semble que celui-ci n'ayant pas toujours été férié, le devoir de mémoire doit être préservé, mais je pense qu'on peut exercer le devoir de mémoire tout en travaillant. Gaël, pour un deuxième tweet. Deuxième tweet que vous connaissez sans doute, il s'agit de votre réaction lors du départ de Christiane Taubira du gouvernement. Oui. Tout est dans le smiley. Déjà, pourquoi vous ne cessiez de demander la démission de Christiane Taubira? Et pourquoi pas la démission de tout le gouvernement? Pourquoi Christiane Taubira? Non, je n'avais pas demandé le départ de Christiane Taubira. C'est parce que c'est un peu d'autodérision. Moi, j'ai toujours considéré pour demander la démission des ministres. Exactement. Quand j'étais chef de l'opposition, à l'époque, chaque fois qu'un ministre défaillait, je demandais sa démission. Voilà. Donc, par exemple, M. Sapin, à l'ensemble de ses postes, a été l'un des plus grands échoueurs du quinquennat Hollande. C'est pas un réflexe pavlovien. Et donc, là, franchement, dans le cas de Michel Sapin, quand il était ministre, par exemple, du chômage, je dis du chômage en reprenant les formules que parfois utilisent les députés pour être un peu ludique dans l'hémicycle, donc ministre du Travail en l'occurrence, ses chiffres étaient très mauvais, il passait son temps à dire ça va aller mieux le mois prochain. Donc, à la fin de l'année 2013, je crois, comme M. Hollande avait dit, moi je m'y engage, fin d'année 2013, le chômage se redresse, j'avais dit je crois qu'il faut qu'il y en ait quand même un qui tire sa révérence, et c'est pour ça que j'avais ciblé M. Sur Christiane Taubira, c'était particulièrement fréquent et avec une violence de vous et de votre camp qui était... Oui, moi je ne suis pas violent, c'est pas mon objectif dans la vie, c'est pas de le dire de manière agressive, mais c'est de le dire, oui, effectivement. Mais oui, vous avez raison, il y a des gens parmi mes collègues qui étaient très, très durs, notamment à propos de la loi relative au mariage pour tous, à l'époque. Mais voilà, enfin ce tweet, c'était plutôt un petit clin d'œil. Voilà. Très bien. Pour notre séquence, vous allez l'aimer. Ça s'appelle Une minute pour dire du bien d'eux, parce qu'on est comme vous, on aime bien la bienveillance. Mais et on s'est dit que dans cette campagne, il fallait un peu de bienveillance, même s'il fallait la forcer un petit peu. Oui, alors vous avez sans doute compris, c'est un exercice assez simple. Vous avez vraiment 1 minute, 60 secondes, pour dire du bien d'une des personnalités qu'on va vous proposer. On vous propose de dire du bien soit de François Fillon, oui, ou soit de Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc c'est moi qui choisis. Vous choisissez. Ah, je choisis, d'accord. Écoutez... Allez, François Fillon. C'est parti. François Fillon, vous avez 1 minute. François Fillon, je peux vous dire ce que j'en pense de bien, parce qu'il est arrivé qu'on m'entende dire que j'en pensais du mal, mais comme tout n'est ni tout blanc ni tout noir, je lui reconnais une vraie intelligence, pour parce que, indépendamment du fait que j'ai contesté ses hésitations, ses reculades, que pour ma part je n'ai pas partagé, c'est quelqu'un qui est intelligent et avec lequel on peut avoir, quand il le veut bien, des discussions approfondies sur les sujets. Voilà. Après, moi j'ai eu des divergences avec lui. Bon, il y a eu cette fameuse histoire d'élection. Il a très mal vécu d'avoir été battu et il n'a tellement pas supporté qu'il a expliqué que je ne pouvais que avoir triché. Je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été la vérité. Mais voilà, donc on a eu ces divergences-là. Comme on en a eu une autre, c'est que moi je trouvais qu'il reculait trop souvent quand les choses étaient difficiles. Il faut dire du bien. Mais l'intelligence est réelle. Vous n'avez pas dit énormément de bien sur la minute. C'est quand même pas si mal. Je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu une seule fois dire un mot gentil sur moi. Et vous avez entendu une fois Nicolas Sarkozy dire quelque chose de gentil sur vous? Sur François Fillon? Non, sur vous. Sur moi? Je crois pas, non. Je crois pas. Mais peut-être l'a-t-il dit lorsque j'étais absent. On a remarqué que vous avez choisi François Fillon et pas de dire du bien Nicolas Sarkozy. Parce que c'était la tarte à la crème, non? Avec Nicolas Sarkozy, on me le dit toute la journée. Donc voilà, c'était pour changer un peu, pour côté un peu facétieux de la vie. Alors, on va vous donner le choix maintenant entre deux propositions. Vous allez nous dire avec laquelle vous êtes d'accord. Alors, peut-être que vous allez tomber sur une de Nicolas Sarkozy. Je vais vous donner 2 phrases. Je voudrais rajouter une autre chose gentille sur François Fillon. Il lui arrive parfois d'avoir de l'humour. Et c'est rare en politique. Voilà. C'est pas si fréquent que ça. Voilà, tout à fait. Comme moi, j'aime beaucoup l'humour dans la vie. Je le signale. Voilà. 2 phrases. Dites-nous de laquelle vous êtes le plus proche. Cette espèce d'obsession anti-Bayrou, ça commence à bien faire, ou la règle est surtout de ne pas se servir pour sortir du socialisme de celui qui nous y a fait entrer. Alors, la deuxième, la règle est toujours référence à François Bayrou. Hein. Ah, de ne pas se servir pour sortir du socialisme. D'accord. De quelle phrase je suis le plus proche? Écoutez, en vérité,
je ne me sens proche ni de l'une ni de l'autre. Si vous deviez choisir, si vous deviez choisir. C'est difficile parce que... Est-ce que vous êtes plus... Enfin, ou alors je suis proche des deux, voilà, je vais plutôt le dire comme ça, parce que je trouve effectivement que l'argument de Sarkozy de dire toute la journée « oulala, attention, ne votez pas Juppé car c'est Bayrou », etc., n'est pas du tout crédible, parce qu'en réalité, Sarkozy c'est celui qui a fait rentrer des ministres socialistes. Donc ça fragilise terriblement son argument, puisqu'il a mis des ministres socialistes dans son gouvernement en 2007. Et donc je pense vraiment que c'est très périlleux de jouer avec ça. Et moi j'ai dit d'ailleurs à quelques-uns de mes amis sarkozystes qui ont signé cette tribune, et qui sont aussi copéistes d'ailleurs, je leur dis mais les amis attention, je vous rappelle quand même que vous étiez comme moi effondrés quand Sarkozy a fait nommer des ministres socialistes. Vous semblez quand même plus proche de la première phrase qui est d'Alain Juppé. Alors ensuite la deuxième phrase, ne pas se servir de Bayrou, ah ben moi je suis totalement opposé, je vous le dis, totalement opposé à ce que Bayrou rentre dans un gouvernement de droite, parce que pour l'électorat de droite, c'est et même du centre d'ailleurs, c'est un repoussoir. Donc travailler avec les centristes, mais pas avec François Bayrou. Mais je fais une énorme différence entre les deux. Dites-moi, les centristes n'ont jamais appelé à voter François Hollande. Jamais. Les centristes, vous non plus, n'avez pas pardonné 2012. Alain Juppé a passé l'éponge, pas vous. Mais non, mais moi, c'est pas un problème de pardonner ou pas de pardonner. Moi, je suis quelqu'un à qui on peut faire plein de reproches, vous l'avez bien compris, mais il y a un reproche qu'on ne peut pas me faire, c'est de dire que je suis incohérent. Moi, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement solide et d'extrêmement constant dans les positions que je défends. Bon. Et pour moi, l'idée de faire un zigzag, c'est pas possible. Voilà. De même que j'ai souvent dit à François Fillon que je n'arrivais pas à comprendre qu'il soit passé de toute sa carrière gaulliste de gauche à ultralibéral aujourd'hui. Je ne peux pas de la même manière comprendre qu'on veuille associer François Bayrou à une équipe gouvernementale alors qu'il a aidé, pas été déterminant, mais enfin, il a aidé à faire élire François Hollande, dont on voit le désastre aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans tout cela. Et moi, je pense que les gens, ils ont besoin de cohérence. Donc, selon vous, la politique française doit être régie par le clivage partisan? Le clivage droite-gauche. Moi, je pense que le clivage droite-gauche, c'est une assurance vie face à l'extrême droite, oui. Ça, je n'en démordrai jamais de ma vie. Je vois bien ce qui se passe. Je vois bien les tentations de tel ou tel de dire « Ah, mais on a des points communs entre la gauche et la droite. » Bah oui, enfin non, en fait non. Parce qu'en réalité, la gauche, elle est beaucoup plus à gauche que les autres gauches européennes. Et donc, on n'a pas de point commun en vérité avec eux, si ce n'est, on peut toujours trouver tel ou tel sujet où on se retrouve, mais ça ne fait pas un projet de gouvernement. Et le danger, c'est que si jamais on fait ce que le Front National attend en se frottant les mains, c'est-à-dire un espèce d'accord de gouvernement UMP-S, pour reprendre la formule terrible imaginée par Le Pen, alors le Front National dira, ben voilà, la prochaine fois, vous prendrez le Front National. C'est pas la peine de continuer avec ces gens-là. Et pour moi, il y a suffisamment de différences clivantes entre la gauche et la droite pour que cela structure l'alternance démocratique. Gaël, deuxième série de propositions. Deuxième série de propositions, donc, voilà, qui vont s'afficher à l'écran. La candidature de François Hollande est nécessaire pour la démocratie, ou François Hollande est disqualifié, en particulier par le livre qui vient de sortir. Il s'agit évidemment de... François Hollande est disqualifié, je veux dire, ce qui s'est passé est très très grave. Je suis d'ailleurs... étonné qu'on ne rentre pas plus dans le détail du contenu des révélations de François Hollande. Parce que, certes, le fait en soi qu'il ait parlé à vos confrères pendant des mois et des mois tout au long du quinquennat, déjà en soi, c'est une interrogation pour nous tous. Bon. Mais, donc il ne l'a pas fait à vos confrères du Monde, il l'a fait à d'autres. Bon. Mais le contenu pose un problème de fond sur la fonction présidentielle. L'évocation, par exemple, qu'il a donné des autorisations de tuer, qui sont des choses qui relèvent du secret d'État absolu pour l'intérêt supérieur de notre pays. En dit long sur le délitement de l'exercice de la fonction présidentielle. Un président doit-il parler aux journalistes ? Qu'un président parle aux journalistes, c'est la démocratie, ça c'est normal, mais il y a des choses qui ne peuvent être absolument pas dites au nom de l'intérêt supérieur du pays. Enfin, tout le monde le comprend parfaitement. Tout le monde le comprend parfaitement. Donc il est disqualifié pour se présenter. Donc pour moi, c'est un discrédit terrible. Après, je n'ai pas apporté de jugement. S'il veut se présenter, que son parti le choisisse, c'est très bien, c'est l'affaire de son parti. Donc vous ne pensez pas, comme Jean-Luc Mélenchon, qui était l'auteur de la première phrase, qu'il doit se présenter pour être battu et que les Français le... Pour présenter son bilan, pour défendre son bilan. Pour défendre son bilan et que les Français jugent. Enfin, je crois que dans son cas, il n'y a même pas besoin qu'il soit candidat pour que les gens jugent son bilan. Enfin, c'est unanime. On va passer à votre programme maintenant. Vous proposez l'augmentation de 3 points de la TVA. Alors on sait que vous voulez baisser les charges sociales et patronales. C'est même pour ça, oui, non, bien sinon sûr. on ne comprend rien. Alors, il faut dire qu'on a tout compris. Mais en revanche, pour les classes moyennes,
Est-ce que c'est compréhensible donc d'augmenter la TVA et de supprimer l'ISF? Non, mais c'est là où je vous dis... Moi, je vous parle de symboles, pas oui, de ligne directrice. Écoutez, arrêtons ces histoires de symboles qui empêchent de réformer le pays. C'est comme ça que la gauche bien pensante empêche le pays de bouger. Donc moi, il faut qu'on arrête ces bêtises. Hein. Le vrai sujet n'a jamais été ISF versus TVA. Et les Français sont des citoyens parfaitement rodés à la démocratie, parfaitement mûrs, matures, et qui voient très bien quel est le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le coût du travail. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être embauché. Alors donc il faut, à partir de là, tirer la conséquence de ce qui a été fait avec succès dans les autres pays. C'est ce que j'ai appelé la TVA anti-délocalisation. Parce que l'idée qui est derrière, ou TVA sociale, l'idée qui est derrière, c'est que vous baissez les charges sociales qui aujourd'hui font que le coût du travail est tellement élevé qu'on n'embauche pas. Et comme il faut le payer, c'est en ça que je trouve très hypocrite de la part d'autres candidats, Sarkozy, mais d'autres aussi. Bruno Le Maire, hier, a dit qu'augmenter la TVA, comme François Fillon vous le proposez, c'est un truc de gauche. Augmenter les impôts, c'est un truc de gauche. Oui. Bon, n'en parlons pas. Écoutez, Bruno Le Maire est germaniste, il nous explique toute la journée qu'il pourrait faire une campagne en allemand, et il ne veut pas reconnaître que l'Allemagne a fait cette formidable réforme qui a permis d'avoir un taux de chômage réduit à 4 ou 5%, alors que nous sommes entre 9 et 11 selon les années. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, j'estime qu'il y en a assez de faire du populisme. Il faut dire les choses. Et les Français sont parfaitement à même de l'entendre. Quel est mon objectif ? Il est de baisser les charges sociales patronales et salariales, les deux. Les deux. Et je rappelle que cela permettrait, puisque mon idée est d'aller jusqu'à 3,5 fois le SMIC, ça permettrait pour un patron de PME, par exemple, d'économiser l'équivalent de 700 € par an et par salarié. Vous vous rendez compte, si une PME d'une vingtaine de salariés, ce que ça peut représenter? Pour un salarié, puisque je propose la baisse également des charges pour les salariés, c'est une centaine d'euros par an. Qui compensera l'augmentation des prix? Mais il n'y aura pas d'augmentation des prix. Il faut que chacun l'entende également. Le niveau de concurrence qui existe aujourd'hui dans notre économie européenne fait qu'il n'y aura pas d'augmentation significative des prix. En revanche, c'est un rétablissement de la compétitivité par rapport aux entreprises étrangères qui vendent des produits en France avec moins de charges sociales mais la même TVA. Donc en fait, c'est extrêmement avantageux pour l'économie française d'avoir le courage de le faire. L'ISF, ça n'a rien à voir. L'ISF, c'est parce que je crois indispensable qu'un certain nombre de fortunes reviennent en France, parce qu'elles ne payent plus d'impôts en France. Et pour qu'elles reviennent, il faut qu'il y ait un minimum de compétitivité fiscale entre les pays européens. Et l'ISF est aujourd'hui devenu un élément dissuasif. Un autre volet de votre programme, c'est la laïcité, l'attachement à la nation. Vous évoquiez qu'en 2010, vous étiez fer de lance de l'interdiction de la burqa. Aujourd'hui, vous proposez, je cite dans votre programme de 15 ordonnances, d'interdire le port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans un établissement public. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le cadre dans quel lieu il sera interdit de porter le voile? Établissement public, c'est-à-dire université. Au Louvre? Dans le musée du Louvre, oui, dans une gare. Musée, oui. Mais enfin, pour l'essentiel de la vie courante, c'est effectivement les universités, les préfectures, les mairies, les tribunaux, les hôpitaux. Et les gares? Non, pas les gares. Les gares, c'est de l'espace public. Mais, encore d'ailleurs, vous me mettez un petit doute, il faudrait que je le vérifie. Oui, je crois que c'est un établissement public, on peut considérer que les gares. Peut-être. Donc dans les gares. Peut-être. Écoutez, si c'est un établissement public, par définition, mais mon idée, c'est surtout dans les administrations publiques. C'est surtout ça. Je pense aux hôpitaux, pour tout vous dire, où nous avons un vrai sujet de vie quotidienne. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de savoir qui est déconnecté ou qui ne l'est pas. Toute personne qui a eu l'occasion de fréquenter les hôpitaux sait aujourd'hui que dans notre pays se pose pour les professions de santé, les professionnels de santé, un vrai problème de conscience par rapport à des comportements qui sont absolument inacceptables et qui n'ont rien à voir avec la laïcité. Qui vont plus loin que le port d'un signe. Ah, vous avez raison. Donc, mais sur le port du voile et de la kippa et de la croix. Il faut bien que vous compreniez, et je crois que c'est vraiment important qu'on ait cet échange, c'est que si je ne parlais que de cette mesure-là, vous auriez raison, mais elle s'inscrit dans un corpus complet de règles que je propose de fixer pour une raison que chacun peut comprendre, c'est que le culte musulman est le seul culte monothéiste qui n'est pas organisé en France. Quand je dis organisé, ce n'est pas la liturgie, mais organisé au sens du vivre ensemble. Et c'est, de mon point de vue, la responsabilité du chef de l'État d'y veiller. Henri IV avait, par l'édit de Nantes, organisé le problème de la cohabitation entre les catholiques et les protestants. Il y a un CFCM qui a été créé en 2002. Oui, mais c'est malheureusement... Ça veut dire qu'il faut le supprimer, mais pas du tout. Mais ça veut dire que faut le réformer. Non.
Et ça veut dire simplement que ça ne peut pas être son rôle de le décider. Et que c'est au chef de l'État, qui est le garant de l'organisation de la société, que de le faire. Et c'est en cela que je vous citais l'exemple d'Henri IV ou de Bonaparte, qui a fait la même chose pour le culte israélite, ou les républicains de 1905, qui l'ont fait de la même manière, pour une bonne fois pour toutes, clore ce rapport de force entre le pouvoir religieux et le pouvoir laïque, pour savoir qui exerçait le magistère sur le pays. Là, vous évoquez le culte musulman, mais votre proposition est plus large, ou elle concerne uniquement le voile. Sauf que dans les faits, c'est principalement pour nos mais compatriotes de confession musulmane. Est-ce que la kippa restera autorisée dans les hôpitaux? Écoutez, si on considère que c'est un signe visible il est interdit dans les classes? Oui, bien sûr, c'est la même règle. Je voudrais d'ailleurs vous dire ce que je pense encore plus profondément, c'est que malheureusement, la montée de l'antisémitisme dans certains quartiers fait qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas beaucoup de nos compatriotes de confession juive porter des kippas, parce qu'ils ont peur d'être agressés. Et que ça fait partie d'un de ces grands sujets dont personne ne veut parler. D'autres questions sur le rapport à l'école et au drapeau français. Vous proposez une fois par mois, une fois par semaine, une levée du drapeau dans les classes avec des enfants qui porteront des uniformes. C'est une proposition que vous êtes le seul à faire. Est-ce que c'est un uniforme unique pour tous les élèves du primaire? Comme ça, il n'y aura plus de différence de niveau social, ou est-ce que c'est au bon vouloir de chaque établissement? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est le même uniforme pour les garçons que pour les filles? Alors, d'abord, l'idée que j'ai en tête est la suivante. On ne peut pas d'un côté verser des larmes de crocodile sur le fait qu'il y a une crise du rapport à la nation, qu'on manque d'idéal pour nos jeunes, et que du coup des barbares sont capables de leur proposer, de leur faire croire que le départ en Syrie serait un idéal, et dans le même temps, ne pas trouver des solutions républicaines. Bon, j'observe en regardant d'autres pays, la Grande-Bretagne par exemple, que les élèves portent tous l'écusson distinctif de leur collège, de leur établissement. Et donc mon idée, non pas d'avoir un uniforme militaire, mais d'avoir un code vestimentaire marquant l'appartenance à son collège et d'y ajouter une cérémonie régulière saluant le drapeau tricolore et l'hymne national. Voilà. Au collège ou dans tous les établissements scolaires. Et l'autre question, c'est la Marseillaise que vous voulez faire chanter. Oui. À quel âge on peut apprendre la Marseillaise? Assez tôt, puisque je crois qu'on apprend le frère Jacques et assez tôt aussi. Donc je pense qu'on peut y ajouter la Marseillaise, il n'y a pas de drame. Dès le primaire. Au contraire. Dès le primaire. Mais bien sûr. D'ailleurs, vous savez, c'est amusant que vous me disiez ça, parce que j'ai eu un jour un de vos confrères qui m'a posé la question en me disant « Mais quand même, est-ce que c'est pas un peu suranné ?» Vous savez, je ne sais pas, regardez la Grande-Bretagne, les États-Unis, est-ce que ce sont des pays surannés? Non, c'est des pays qui ont un rapport à la nation qui est très fort. Et moi, je voudrais qu'on puisse dire à chacun de nos enfants, vous êtes les meilleurs parce que vous êtes français. Gaël, une question sur la méthode de gouvernement. Tout à fait. Vous avez toujours prôné la coproduction législative. Mais si vous êtes élu président, vous avez deux propositions. Ramener le nombre de parlementaires de 577 à environ 400. Et surtout, vous voulez gouverner via 15 ordonnances prises par l'exécutif. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, c'est deux sujets totalement différents. Le premier, c'est un sujet, le gouvernement par ordonnance, c'est le cœur de mon projet. C'est de considérer que la procédure législative classique est obsolète. 18 mois pour faire une loi, c'est plus possible. Parce que ça laisse le temps à tous ceux qui veulent bloquer le pays de le faire. Je dis 18 mois. Ça laisse le temps à la coproduction législative de se faire. Non, c'est autre chose, la coproduction législative. Je vais y venir dans un instant. Il y a 15 décisions à prendre. Il y en a 15 qu'il faut prendre tout de suite pour débloquer le pays. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des 35 heures, des retraites, de l'organisation du culte musulman. Ces 15 décisions, si je suis président de la République, je suis élu sur ces 15 décisions. Les députés sont élus sur ces 15 décisions. Et entre le 2 juillet et le 30 août, on utilise la procédure des ordonnances que De Gaulle avait utilisée en 1958, à un moment où le pays allait très très mal. Et ces 15 ordonnances ont force de loi. Il ne s'agit pas de gouverner pendant 5 ans par ordonnance. Il s'agit que ces 15 décisions, parce qu'on a été élu dessus, parce que les Français savent de quoi il s'agit, sont prises tout de suite. Ensuite, on reprend le cours normal des choses. Mais sur ces 15-là, l'essentiel, ce n'est pas de les décider ou non, c'est de mesurer leur application durant les 5 ans pour avoir des résultats. En 2007, quand Nicolas Sarkozy avait été élu président, il avait réussi à faire voter le bouclier fiscal, la loi sur les universités, tout ça en un temps très court et sans forcément passer par un système d'ordonnance. En vérité, c'était des réformes qui étaient extrêmement limitées. Il y a eu une réforme, l'autonomie des universités, ça a pris un temps rapide parce que la loi était courte et qu'elle a été prise dans l'été, mais on en a pris une seule.
Vous me parlez du bouclier fiscal, c'est un article dans une loi, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas une réforme structurelle. Moi, ce dont je vous parle, c'est de prendre tout de suite 15 décisions, 15 réformes dans 15 domaines différents. La procédure ne le permet pas aujourd'hui. Il faut faire la première, puis la deuxième, puis la troisième, et le temps est trop court et on ne peut d'un quinquennat. Et on ne peut pas le faire autrement qu'en utilisant la procédure de votre sur lequel les députés n'auront pas la main. Mais ce n'est pas qu'ils n'auront pas la main, c'est qu'ils auront la main sur l'évaluation de ces décisions. Ouais. Moi, je voudrais que le mandat de député évolue. Qu'on passe un peu moins de temps à des nuits enflammées, où on est 5 dans l'hémicycle, à déposer des amendements qui viennent souvent complexifier la loi, et que les députés passent plus de temps à évaluer l'action des ministres. Moins de temps à faire la loi, mais plus à la contrôler. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, pour moi, un Parlement moderne, c'est un Parlement qui contrôle l'application de la loi, bien sûr qu'il la vote, mais qui la contrôle surtout, parce qu'en réalité, une loi, eh bien, elle peut avoir tous les destins. Vous avez des lois qui ne sont jamais appliquées, parce que les décrets d'application ne sont pas passés. Et donc il y a un dévoiement de la démocratie. Pour couper un mot sur la fonction publique, vous souhaitez l'embauche de 50 000 fonctionnaires dans la police, la gendarmerie, au sein de l'armée, etc. Mais on constate que la police et la gendarmerie ont du mal à recruter ces dernières années. Les postes ne sont pas tous pourvus. Comment on fait pour engager ça. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'État est impécunieux, il n'a pas d'argent, et que le statut n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que c'est le statut de l'emploi à vie. Et qu'aujourd'hui... sur vraiment l'embauche mais je parle bien de ça. Je parle bien de ça. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'embaucher quelqu'un pour 40 ans d'activité et 20 ans de retraite. Bon. Donc mon idée, c'est d'acter la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Que désormais, si on veut venir servir son pays, on puisse le faire sans être contraint par un concours, mais plutôt par un diplôme. Et donc qu'on soit en contrat, y compris en CDI, comme le sont les militaires. Bon. Et mon idée, en réalité, est de lancer un grand appel au recrutement, de telle sorte que les milliers de jeunes gens et jeunes filles qui veulent servir la France, et on l'a vu au lendemain du Bataclan, le nombre de jeunes qui demandaient à s'inscrire et qui n'ont pas pu le faire parce qu'on leur a dit il n'y a pas de place, parce que les concours, parce que les contraintes, etc. Mon idée, c'est qu'on lance le processus tout de suite et qu'en 18 mois, nous ayons les premiers bataillons de Françaises et de Français qui viennent s'engager pour la sécurité du pays. L'envie des Français suffisante de s'engager? Oh bah bien sûr, mais j'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Surtout si derrière ça, ce sont des carrières attrayantes et c'est avec des salaires attractifs. Avec des salaires attractifs et puis surtout derrière tout cela, avec le service du pays. Et on apprend un vrai métier. Il faut mieux les rémunérer. Il faut mieux les rémunérer si dans le même temps on augmente le temps de travail, on augmente les servitudes, etc. Mais tout ça est normal. Mais dès lors que vous n'avez plus l'emploi à vie, vous pouvez mieux récompenser celui qui fait plus que le nécessaire. Ça change tout. Aujourd'hui, le statut est tellement lourd, tellement rigide, on ne peut rien faire. Jean-François Copé, est-ce que vous êtes un adepte du quinoa? Écoutez, non. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon... Il m'arrive d'en consommer. Jean-Luc Mélenchon s'est mis au régime pour la campagne, quinoa, et donc nous, on a créé une rubrique, l'instant quinoa, sur vos secrets pour tenir dans ces moments difficiles de campagne. Justement, quels sont vos secrets? Est-ce que c'est vraiment les 5 fruits et légumes que vous avez mis en exergue? Oui, ça je dois vous avouer que j'essaie d'être très rigoureux sur le plan alimentaire, mais pas simplement à cause de la campagne. Je pense que c'est très important de l'être. Vous savez, moi je suis... très très attentif à la prévention dans le domaine de la santé publique. Je le suis pour moi-même de manière anecdotique, mais je le suis pour tous ceux que je rencontre. C'est mon côté fils de médecin. Je suis absolument attentif à cela et dès que je vois quelqu'un de mes proches ou de mes amis que je trouve avoir une mauvaise mine, j'ai tendance à poser plein de questions comme si j'étais le médecin généraliste du coin. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas bien s'alimenter. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que ça ne suffit pas. Et donc, en ce qui me concerne, il y a 2 activités que je pratique beaucoup. C'est effectivement le sport et c'est la musique. Voilà. La musique et le sport. D'ailleurs, je m'efforce de le faire tout seul pour que les gens soient indulgents. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Tu préfères? Je le devine. Vous voyez, je le devine. On l'a adapté, donc si vous préférez. Voilà. Est-ce que vous préférez un petit portrait dans le Figaro Magazine ou 3 pages d'interview dans Valeurs Actuelles? 3 pages d'interview dans Valeurs Actuelles ou dans n'importe quel journal d'ailleurs, y compris Valeurs Actuelles, bien sûr. Oui.
Pour vous, c'est pas un journal à part, en termes de ligne éditoriale. Non, puis j'aimerais tellement que pour vous non plus. Arrêtez cet ostracisme à l'égard de ce journal, c'est grotesque. Enfin, écoutez, l'Humanité, tout le monde verse des larmes d'émotion. Vous adoreriez avoir 3 pages d'interview dans l'Humanité? Mais je n'ai aucun problème à avoir 3 pages d'interview partout. Il faut pouvoir exprimer ses idées. Bon, sauf des journaux d'extrême droite non recommandables, qui d'ailleurs insultent copieusement les responsables politiques. Enfin, vous préférez être ministre de NKM ou secrétaire d'État de Pécresse? Alors ça, c'est une colle, parce qu'en vérité, vous savez, quand vous concourez pour être président de la République, objectivement, vous ne réfléchissez pas à autre chose. Donc on en reparlera. Est-ce que vous préférez ne plus manger de brie de mots ou ne plus jamais passer à la télévision? Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Ouais. Ça, c'est pas gentil comme question. Non, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je me bats pour la promotion du brie de mots, dont il ne faut pas abuser pour cause de cholestérol, mais qui est un excellent produit. Meilleur que celui de Malin? Oui. Alors, celle-ci n'est pas de moi. Vous préférez le CSMO en Ligue 1 ou aucun élu FN dans l'équipe de foot de l'AN? Non, je dis ça parce que je ne connaissais pas le CSMO. Pardon, dans l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Pardon. Vous préférez quoi? Écoutez, non, enfin, non, je suis pour le CSMO, il n'y a pas de doute. Il peut y avoir des membres de l'équipe de football de l'Assemblée nationale qui soient FN, après tout. J'en sais rien, là. C'est vraiment des questions. Je peux pas répondre à ça. Alors, celle-ci, vous allez pouvoir répondre. Oui. Est-ce que vous préférez les chaussettes rouges de sapin ou les bonnets rouges? J'ai une certaine sympathie pour les bonnets rouges, oui. Oui, parce que j'en connais. Parce que la Bretagne j'en connais. Il y a eu quelques gauchistes, mais il y a quelques gens qui n'étaient pas gauchistes, qui étaient très sincères et qui disaient juste on n'en peut plus, quoi. Ouais. Est-ce que vous préférez marcher avec Lassalle ou avec Macron? Ah, Lassalle. Il faut le rencontrer, Lassalle. C'est un gars pas ordinaire. Hein. C'est quelqu'un de très touchant. Il faut le rencontrer, vraiment. Vous comprenez qu'il se présente à la présidence? Oh, je ne sais pas, ça, je n'ai pas d'avis, mais moi j'ai passé des moments avec lui. C'est un gars intéressant, hein, profond, qui a une vraie histoire personnelle. Il faut le connaître, vraiment. Macron, on a tout compris. Lassalle, on n'a pas tout compris, il faut passer du temps. Vraiment. Vous pourriez faire un duo, lui au piano, vous chantez. Avec Lassalle? Oui. Il chante bien. Il chante très bien. Ah oui, il chante. Vous jouez du piano, oui, mais alors, par contre, il a un répertoire qui n'est pas le mien. Moi, je suis très faible en chant basque. Moi, je fais du jazz. Donc. Et de la variété. Parce qu'il faut se diversifier pour son public. Ouais. Merci Jean-François Copé. Point Paul, c'est terminé. Rendez-vous, merci à vous trois. Et rendez-vous donc la semaine prochaine avec Jean-Vincent Placé. On allait au bûcher au Moyen-Âge.